Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler des 7 erreurs fatales à éviter quand on se lance dans l'immobilier. Ce sont des erreurs que j'ai moi-même souvent vues et parfois même commises au début, comme beaucoup de nouveaux investisseurs. Si vous vous lancez dans l'immobilier et que vous voulez éviter les erreurs qui peuvent freiner votre succès ou même vous coûter beaucoup d'argent, alors vous êtes au bon endroit. Prenez de quoi noter, car je vais partager des conseils précieux, des anecdotes personnelles et des exemples concrets pour vous aider à avancer sereinement. L'erreur numéro 1, c'est investir en payant cash. Bon, on commence avec une des erreurs les plus fréquentes. Et pour tout vous dire, c'est une erreur qu'un ami a failli faire au tout début. Je me rappelle de son premier projet immobilier. Il venait d'économiser une somme considérable et son idée, c'était de mettre dedans, de payer cash pour être tranquille. Il pensait qu'il allait éviter les soucis de dette et de mensualité en payant ses 100 000 euros cash. Eh bien, s'il avait fait ça, il serait passé à côté de bien d'autres opportunités par la suite. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si vous achetez cash, en mettant toute votre épargne dans un seul bien, vous bloquez cet argent dans un seul investissement. Vous êtes prisonnier de votre projet et ça vous empêche de saisir d'autres occasions. En immobilier, l'idéal c'est d'utiliser l'argent de la banque pour financer vos projets. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Imaginons une situation. Vous avez 100 000 euros en épargne. Au lieu de tout mettre dans un bien de 100 000 euros, pourquoi ne pas mettre 20 000 euros dans 5 biens différents en empruntant le reste? À ce compte-là, vous ne possédez pas qu'un seul bien, mais 5 qui génèrent chacun une opportunité de revente. Avec cette stratégie, vous multipliez vos chances d'obtenir des revenus et de faire fructifier votre argent sur plusieurs fronts. S'il avait utilisé son épargne dès le début, il n'aurait jamais pu investir aussi facilement par la suite. En utilisant un prêt, on fait travailler l'argent de la banque pour nous et c'est ainsi qu'on peut commencer à bâtir un vrai patrimoine immobilier. L'erreur numéro 2, c'est acheter du déficit. Alors là, cette erreur, elle peut sembler surprenante, mais je vous assure qu'elle est très courante. Parfois, les promoteurs nous vendent des biens en nous disant qu'on n'aura qu'un seul petit effort d'épargne à fournir, une somme modeste de notre poche chaque mois pour équilibrer les comptes. Quand on entend ça, on pourrait se dire que c'est raisonnable. Mais en réalité, on achète un bien déficitaire, c'est-à-dire qui perd de l'argent. Petite histoire personnelle. Je connais une personne qui a acheté un bien comme ça, avec un petit effort de 80 euros par mois. Au début, il ne s'en préoccupait pas trop. Il pensait que ce n'était pas grand-chose. Mais les mois ont passé et ces 80 euros s'accumulaient. Au bout d'un an, il avait déjà dépensé près de 1000 euros de sa poche pour combler ce déficit. Au bout de 3 ans, il était à plus de 3000 euros. Et le pire, c'est que ce déficit l'a empêché d'obtenir un autre crédit pour investir ailleurs. La leçon à retenir ici, quand vous achetez, assurez-vous que le bien génère un cash flow positif ou au moins qu'il s'autofinance. Si votre bien perd de l'argent chaque mois, la banque le verra aussi. Vous aurez plus de mal à convaincre un banquier de vous prêter à nouveau si vous avez un bien déficitaire. C'est pourquoi, selon moi, il est crucial de viser des rentabilités autour des 10% pour être vraiment rentable après impôts et charges. L'erreur numéro 3, acheter sa résidence principale en premier. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est une erreur classique. Moi-même, au début, j'étais tenté d'acheter un appartement pour y vivre. C'est un réflexe naturel. On a souvent entendu qu'il fallait devenir propriétaire de son logement le plus tôt possible pour ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Mais en réalité, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire quand on a des projets d'investissement. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous achetiez une résidence principale avec un prêt de 200 000 euros. Ce prêt devient une dette, un engagement financier important et il vient peser sur votre capacité d'emprunt. Donc si demain, vous allez voir la banque pour un prêt, elle va vous dire non simplement parce qu'elle considère que vous avez déjà un crédit trop élevé sur votre résidence principale. Ma recommandation, si vous voulez investir, oui, achetez votre résidence principale seulement, mais je vous dis bien seulement avec l'option de revendre, donc de réaliser une belle plus-value. Car pas de taxes à payer pour le moment sur la résidence principale lorsqu'on revend. N'achetez pas avec l'émotion, mais avec votre portefeuille. Achetez votre résidence principale pour la revendre. Une fois que vous avez réalisé votre première expérience solide en tant qu'investisseur, alors là, vous pouvez passer à acheter votre résidence principale pour la garder. Ce sera plus facile. Et en plus, vous aurez des fonds venant de votre première plus-value pour soutenir vos projets suivants. L'erreur numéro 4, se décourager après un refus de la banque. Ah, celle-là, elle me touche particulièrement parce que moi aussi, j'ai reçu mon lot de refus de la part des banques. Il faut savoir que les refus, c'est fréquent dans le monde de l'investissement immobilier. Parfois, un banquier peut vous dire non, mais ça ne veut pas dire que votre projet est mauvais ou que toutes les banques vont vous dire non. Un exemple personnel. J'ai fait face à un refus alors que je pensais que mon dossier était parfait. J'avais tout bien préparé, j'étais confiant. Et pourtant, la banque a refusé de me prêter. J'étais franchement démoralisé, mais j'ai décidé de tenter ma chance ailleurs. En allant voir d'autres banques, j'ai finalement trouvé un établissement qui croyait en mon projet. Ce refus initial, je l'ai
l'ai pris comme un coup dur, mais il m'a permis quoi? Il m'a permis de mieux comprendre que recherchent les banquiers et adapter mon dossier par la suite. Mon conseil pratique, si vous recevez un refus, ne vous découragez pas. Chaque banque a ses propres critères, ses propres sensibilités. Ce qui ne passe pas dans une banque peut très bien être accepté par ailleurs. Prenez le temps d'améliorer votre dossier. Assurez-vous d'avoir un compte sans découvert, un bon apport et ne vous laissez pas abattre par un seul non. L'erreur numéro 5, faire les travaux soi-même. On passe maintenant à une autre erreur et celle-ci, je la vois très souvent. Vouloir tout faire soi-même, notamment les travaux. Alors oui, c'est vrai qu'effectuer les travaux soi-même peut être tentant. On pense qu'on va économiser de l'argent, qu'on a les compétences pour le faire. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue. J'ai observé moi-même un de mes amis qui a essayé d'effectuer des travaux sur un de ses premiers biens. À l'époque, il voulait refaire la peinture et installer du parquet. Il me disait que ça allait être rapide, qu'il allait économiser de l'argent parce qu'il n'y avait rien de compliqué. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a passé des week-ends entiers dans cet appartement. Le travail avançait, mais très lentement. Il était épuisé et le bien n'était pas encore prêt. Et finalement, il a dû faire appel à un professionnel pour terminer les travaux car cela devenait urgent, car la vente de son bien arrivait à grands pas. Et lui ne s'en sortait vraiment pas avec les travaux, surtout entre son travail personnel et cet appartement qu'il fallait finir très rapidement. La moralité de l'histoire, si vous faites tout vous-même, vous utilisez votre temps, votre énergie et vous retardez la vente de votre bien. Le temps que vous passez à bricoler, c'est du temps qui est perdu pour d'autres projets. Parfois, il vaut mieux déléguer. Les artisans effectueront le travail plus vite et vous pourrez vendre votre appartement plus rapidement. En déléguant, vous libérez aussi du temps pour chercher d'autres investissements. L'erreur numéro 6, faire trop confiance aux autres. L'immobilier, c'est un monde où on rencontre toutes sortes de gens. Des agents immobiliers, des promoteurs, des banquiers, des artisans. Mais attention, il faut savoir garder un certain recul et ne jamais accorder une confiance aveugle aux autres. Je te donne un exemple. Un de mes amis s'est fait avoir lors de l'achat d'un appartement. Il avait fait confiance à l'agent immobilier qui lui avait assuré que tout était parfait. Pas de travaux, un quartier agréable, bref, l'affaire du siècle. Malheureusement, il s'avérait que l'appartement avait des problèmes d'humidité qu'il n'avait pas vu au premier coup d'œil. Que les voisins étaient très bruyants et que c'était une des raisons pour laquelle les propriétaires vendaient leur appartement. Depuis, il a pris une leçon très importante. Toujours vérifier les informations et le bien par soi-même. Allez visiter le quartier à différentes heures de la journée. Faites des recherches sur les projets urbains à venir. Demandez les diagnostics précis. Baladez-vous pour discuter avec le voisinage pour connaître l'ambiance de l'immeuble. Ce que je veux dire, c'est que même si quelqu'un a l'air très convaincant, faites vos propres recherches. Après tout, c'est votre argent, c'est votre investissement. Erreur numéro 7, négligez l'étude de marché. Dernière erreur, mais pas des moindres, n'est pas faire d'étude de marché. Avant d'acheter, il est crucial de vérifier si le bien que vous convoitez répond à une demande réelle. Ce n'est pas parce qu'un appartement vous plaît qu'il plaira forcément aux acquéreurs ou qu'il se vendra bien. Je te donne un exemple. Imaginons que vous achetiez un studio dans une petite ville en pensant que vous pourrez le revendre sans problème. Sans étude de marché, vous risquez d'avoir surtout des surprises. Peut-être que la demande est faible dans ce quartier et que le prix que vous envisagiez est trop élevé pour le marché local. Ce que je vous recommande, avant d'acheter, testez la demande. Mettez une annonce fictive en ligne et voyez combien de personnes vous contactent. Si vous recevez peu de réponses, c'est peut-être un signe que la demande est faible sur ce type d'appartement. C'est une astuce simple mais très efficace qui peut vous éviter de gros ennuis à long terme. Voilà, on a fait le tour des 7 erreurs à éviter dans l'immobilier. Ce sont des erreurs que beaucoup de nouveaux investisseurs font et croyez-moi, elles peuvent être coûteuses. En suivant ces conseils, vous aurez une meilleure compréhension des risques et vous serez mieux préparé pour faire face au challenge de l'investissement immobilier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des histoires similaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt pour d'autres conseils et anecdotes sur l'immobilier. Ciao!